Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article de blog d'un type qui est conseilliste. Alors, j'ai souvent du mal avec les courants qu'on pourrait qualifier de gauchisme, comme le conseillisme. En l'occurrence, l'auteur de ce blog que je vais vous présenter, hein, j'ai un désaccord important sur le fait qu'il est dans un conseil que son qu'il est comment dire. Le grand problème avec le avec l'auteur de ce blog, c'est que celui-ci est dans un anti-léninisme primaire. Euh, on peut faire des critiques du marxisme-léninisme, mais cet auteur, lui, est plutôt dans un anti-léninisme primaire. En revanche, l'auteur de ce blog, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur Discord. C'est quelqu'un qui est sur une ligne de gauche, souverainiste, laïque, universaliste, et ça, c'est relativement appréciable. Alors, peut-être qu'il a tendance à être un peu trop conciliant avec certains éléments du gauchisme culturel, sans être en plus fanatiquement dans la défense de ce genre de choses. Donc, c'est pas quelqu'un non plus trop dogmatique, mais ça reste, voilà, il a un certain nombre de défauts, hein, sur le fait que qu'il est beaucoup plus dans des réflexions théoriques que dans de l'application politique pratique, hein, sa pensée politique est beaucoup plus sur une vision très théorique de ce que serait une démocratie directe avec conseil que qu'une qu'une pensée pragmatique de ce que doit être le socialisme. Mais cet auteur-là, comme je l'ai dit, est souverainiste, laïque, universaliste, républicain. Et donc, ne tombe pas dans l'anti-étatisme et l'antinationalisme primaire de certains gauchistes. Et donc, du coup, nous nous rejoignons sur la question de l'Union européenne, qui est le sujet de cet article, la question du Frexit. Et nous allons entamer, du coup, de ce pas, la lecture de son blog, de cet article sur son blog. Alors, son blog, c'est l'élan prométhéen. Donc, jeudi 8 février 2024, les arguments clés en faveur de la sortie de l'Union européenne pour un Frexit progressiste. Je donne ici des arguments contre, je n'attaque pas les arguments pour, en général comiques, du genre appartenir à l'UE améliore la puissance diplomatique française ou bien nous sommes en paix depuis 1945 grâce à l'UE. 1. Nature antidémocratique des institutions européennes. L'argument a comme prémisse qu'il est bon de vivre sous un régime démocratique, ce que j'ai tâché de démontrer ailleurs. Les promoteurs du processus de monnaie à Jacques Attali ne s'en sont jamais cachés. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle procède d'une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Tommaso Padoa Schioppa, Les enseignements de l'aventure européenne, commentaire numéro 87, automne 1999. L'Union européenne est gouvernée par la Commission, dont les membres sont nommés par les gouvernements des pays membres. Rappel, l'élection n'est pas une procédure démocratique mais aristocratique. Le peuple donne à quelqu'un le pouvoir de décider à sa place. Fermez la parenthèse. Nous avons donc une dépossession au carré. Des élus choisissent discrétionnairement des gens qui vont ensuite prendre des décisions publiques s'appliquant y compris aux dits élus du peuple. L'UE ne respecte pas le principe de séparation des pouvoirs. La Commission détient une puissance de type exécutive, mais également législative, puisqu'elle est à l'origine des lois débattues au Parlement européen et qu'elle dispose des moyens de bloquer le processus parlementaire. La Commission contrôle, en outre, la carrière des juges européens. L'UE n'est donc pas un régime démocratique, mais plutôt une bureaucratie supranationale rappelant le gouvernement des empires coloniaux ou de l'ex-Union soviétique. Le
Le parallèle UE-URSS avait d'ailleurs été fait dans un ouvrage de l'ancien dissident soviétique Vladimir Bukovski. 2. Cohésion sociale, État-providence et sécurité intérieure. On peut considérer que ce sont trois arguments distincts, mais qui reposent sur les mêmes prémices sociologiques. Les travaux de Robert Putnam aboutissent à la conclusion que plus la diversité culturelle et ethnique d'un territoire, ville, etc., augmente, plus le capital social, qui détermine la confiance sociale, diminue. La thèse de sociologie de Benjamin Richards soutient également que la cohésion sociale augmente lorsque les individus partagent un sentiment d'appartenance à une même nation. Le processus de construction européenne a été mené contre les États-nations des pays membres. Il s'agit de faire naître un peuple européen, programme d'échange Erasmus, liberté de circulation intérieure, symbole de l'histoire européenne ajoutée sur la monnaie, etc. L'UE a également favorisé la formation d'identités transfrontalières, programme d'euro-région, et certains mouvements indépendantistes contre les nations existantes. L'UE participe donc pleinement à la disparition du sentiment d'appartenance nationale et à la mise en cohabitation de populations culturellement hétérogènes. Contexte de mondialisation. On pourrait mentionner différents éléments que nous subissons déjà de la chute de confiance sociale qui doit en être la conséquence nécessaire. On peut ajouter deux autres conséquences fâcheuses. La comparaison France-USA et d'autres suggèrent qu'un certain degré de proximité socio-culturelle est nécessaire, ou facilite fortement la constitution d'un État-providence, thèse de David Goodhart notamment. En effet, les individus sont peu susceptibles de consentir à un niveau important d'impôts et des redistributions sociales s'ils estiment que les autres citoyens ne leur ressemblent pas. En somme, l'État-nation serait une condition nécessaire pour la formation d'un État-providence. Cette proposition semble aussi vérifiée si on compare l'histoire française entre 1890-1960 d'un côté et entre les années 1970 et notre époque. En deçà d'un degré minimal de confiance sociale, la cohésion d'une entité politique ne peut pas être maintenue. Il y a donc un risque de guerre civile et ou de scission de certains États de l'Union. 3. Sécurité internationale. L'UE est une alliance militaire. Article 42 du traité sur l'Union européenne. Pourtant, la France est actuellement le seul pays membre doté de l'arme atomique. C'est aussi le seul pays membre disposant d'une armée crédible, capacité de projection extérieure sur le continent. Cela signifie que la France est légalement contrainte d'assurer la sécurité extérieure de tous les pays membres. On pourrait s'attendre que ce protectorat de fait signifie, comme à toutes les époques historiques, que la France reçoive des entre guillemets tributs et des avantages financiers de la part des pays protégés. De manière extraordinaire, il n'en est rien, nous faisons ça gratuitement. De plus, on ne voit pourtant pas du tout quel serait l'intérêt de la France à défendre par les armes, disons, la Grèce ou Chypre en cas de conflit avec la Turquie, la Pologne ou les pays baltes en cas de conflit avec la Russie, ou l'Espagne contre le Maroc, etc. L'appartenance à l'UE est donc belligène, puisqu'elle menace de nous amener à des guerres que nous n'avons nulle raison valable de faire. C'est une situation aberrante. 4. Les arguments économiques. Ils sont moins, entre guillemets, vitaux que les précédents, mais importants néanmoins. 4. Petit 1. La nocivité de l'euro. L'euro, dont on peut faire remonter la jeunesse politique du Francfort l'euro dont on peut faire remonter la genèse à la politique du Francfort des années 1980 est un échec économique. Ses partisans promettaient une relance de la croissance. Les travaux de Jacques Sapir, grand critique de l'euro, montrent que l'eurozone est depuis la naissance de l'euro, depuis sa naissance, la zone monétaire du monde qui connaît la plus faible croissance. Selon l'économiste Jean-Jacques Rosa, la France perd 3 points de croissance annuelle avec l'euro. L'euro est considéré comme un échec par des économistes appartenant à
pratiquement toutes les écoles ou courants de pensée économique. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, un néo-keynésien, partisan de l'euro pendant 30 ans, est lui-même revenu de cette idée. La zone euro ne remplit pas les conditions pour être une zone monétaire optimale. L'euro est probablement un problème pour l'ensemble des pays membres, mais particulièrement pour l'Europe du Sud. France, Espagne, Italie, Grèce. Son cours est trop élevé pour la compétitivité économique française. Il a joué un rôle important dans le processus de désindustrialisation. La France a perdu 2 millions d'emplois industriels depuis 2000. L'absence de contrôle de la monnaie, doublée de l'adhésion à une UE très faiblement protectionniste, tend à nous obliger à imiter la modération salariale allemande et à limiter les prestations sociales, programme de tous les partis au pouvoir depuis les années 1980 et de tous les candidats ayant une chance en 2022, Macron, Pécresse, Zemmour, etc. En somme, l'euro nous contraint à des politiques antisociales réclamées par le bloc bourgeois dominant, soit à des relances keynésiennes inefficaces en économie ouverte. Proposition de Mélenchon et de la soi-disant gauche radicale. Quatre petits 2. La France est contributeur net au budget européen depuis des décennies. Nous perdons directement entre 2 et 12 milliards d'euros par an selon les années. Depuis 2000, l'UE nous a fait perdre au moins 136 milliards d'euros. 4 petits 3. Argument commercial. L'UE est faiblement protectionniste. Les barrières douanières sont surtout non tarifaires. Cela met en concurrence peu soutenable des pays à forte couverture sociale avec des exigences environnementales importantes en matière de régulation économique. Cela met en concurrence peu soutenable des pays à forte couverture sociale et avec des exigences environnementales importantes en matière de régulation économique avec des pays qui le sont beaucoup moins. Chine, Brésil, etc. Le bon marché de produits socialement et économiquement moins disant. Le bon marché de produits socialement et économiquement moins disant est aussi lui-même peu écologique puisque cela favorise les importations de produits extra-continentaux. Ce sont d'ailleurs des causes directes du mouvement en cours, février 2024, des agriculteurs français noyés par la concurrence étrangère et l'écart de réglementation. Sortir de l'UE nous permettrait de choisir une politique commerciale plus adaptée à l'économie française et à nos choix de société. 5. Argument géopolitique de la vassalisation par les USA. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale de l'Europe, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme une fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Ça, c'est le général Eisenhower, ensuite président des USA, publié dans le Paris Match le 27 octobre 1951 à la page 18 de Paris Match. Le Paris Match, publié le 27 octobre 1951, page 18. Je relis, hein. C'est une citation du général Eisenhower, puis président Eisenhower. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale de l'Europe, etc. et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Donc, Paris Match, publié le 27 octobre 1951 à la page 18. Donc voilà. Je continue. Fermez la parenthèse. On continue.
A contrario du discours officiel sur l'Europe puissance faisant contrepoids aux USA, la construction européenne a été durablement soutenue par ces derniers. Il est admis aujourd'hui que Jean Monnet était un collaborateur de la CIA payé pour favoriser la formation d'un État européen fédéral, ce qui prouve que le gouvernement américain n'a jamais redouté l'UE et l'euro, bien au contraire. Durant la crise de la dette publique grecque, les USA ont fait pression sur la Grèce pour les convaincre de rester dans l'euro. Idem au moment du Brexit, lorsque le président Barack Obama a fait une visite d'État pour faire savoir aux Britanniques qu'ils devaient rester dans l'UE. L'inefficacité bureaucratique de l'UE et le fait qu'elle serait un continent sous direction extérieure des USA avait été dénoncé publiquement par le président De Gaulle, discours sur le fédérateur extérieur, le 15 mai 1962. 6. Argument de l'efficacité de l'action publique. Le mélange de contraintes juridiques bureaucratiques et de promotion constante de la libre concurrence et du marché, jusqu'à l'absurde, voyez le secteur de l'énergie, qui caractérise l'idéologie européiste, aboutit à la paralysie préméditée de la capacité d'action de l'État. Nos élites, en tout cas, qui n'ont eu de cesse d'entraver l'État, c'est en citation, nos élites, en tout cas, qui n'ont eu de cesse d'entraver l'État, à quoi bon avoir une haute fonction publique de qualité, capable non seulement de mettre en œuvre, mais aussi de concevoir les politiques publiques pour administrer un État, qui est partout entravé, pour reprendre la formule de l'article d'Elsa Conessa, publié par Le Monde, daté du 14 avril. Les premiers paragraphes de cet article méritent d'être cités. Le haut fonctionnaire a eu un choc la dernière fois que Thierry... Enfin, c'est entre parenthèses, du coup. Le haut fonctionnaire a eu un choc la dernière fois que Thierry Olagnon avait dirigé le cabinet d'un ministre de l'économie. C'était au début des années 1990, revenu à Bercy en 2016, après presque 30 ans dans le secteur privé. Il a été sidéré de voir combien l'État avait changé. Comme si en matière de politique économique, ce dernier avait organisé sa propre impuissance. J'ai eu le sentiment que l'action de l'État est devenue beaucoup plus difficile, résume-t-il. Dans son rapport d'étonnement, des contraintes européennes qui n'existaient pas 30 ans plus tôt, ni sur le budget, ni sur la dette, ni sur la politique industrielle, à travers le régime bruxellois des aides d'État, il y avait d'autres difficultés comme l'hyperinflation ou la fébrilité des taux de change, mais pas de contraintes européennes, note-t-il. Le résultat, c'est que l'action de l'exécutif est entravée. Fermez les guillemets. Olagnon résume en termes fort diplomatiques une réalité, et n'importe quel observateur qui fréquente la haute fonction publique ne peut qu'être d'accord avec lui. Mais ce qu'il ne dit pas, parce qu'il est prudent et diplomate, c'est que ces entraves ne sont pas là par hasard. Elles ont été voulues par tous les gouvernements de gauche, de centre et de droite qui se sont succédés aux commandes depuis 1981. 7. Argument laïque. Le drapeau européen est un symbole chrétien. Apparition de la Vierge de l'Apocalypse. Une république laïque comme la France ne devrait pas l'accepter. La construction européenne a été durablement soutenue par l'Église catholique dans une optique de reformer la chrétienté. 8. Argument socialiste communiste. La construction européenne est une machine de guerre de la bourgeoisie, notamment française, pour détruire le compromis fordiste des 30 glorieuses et les acquis sociaux de l'après-guerre. On peut le voir dès la mise en concurrence des différents pays par le traité de Rome de 1957. On peut vérifier cette proposition par le fait que ce sont les partis centristes bourgeois, plus ou moins libéraux, celui de Valéry Giscard d'Estaing hier, celui de Macron d'aujourd'hui, qui sont aussi les plus passionnément européistes. La plupart des réformes pro-marché passent par l'UE, loi El Khomri de 2015, etc. Le maintien dans une UE ordo-libérale ou pro-économie de marché n'est pas compatible avec une révolution socialiste et communiste. Il n'y a pas de sortie du capitalisme possible dans l'UE, ce qui signifie continuer à subir les dommages sociaux et environnementaux du capitalisme. Les ambiguïtés ou l'aveuglement volontaire d'une partie de la gauche anticapitaliste au sujet de l'UE sont mortifères et doivent être combattus. Voilà. Fin de l'article.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Cet article est assez bien fait. Il évoque un certain nombre de problématiques. Le principal, je pourrais faire éventuellement une critique sur un point, c'est la comparaison entre UE et URSS, qui me paraît, bon, l'auteur, en fait, comme je vous ai prévenu, l'auteur est anti-léniniste, de façon un peu dogmatique, mais c'est un camarade communiste, un peu conseilliste. Il n'a pas compris qu'il y avait des apports, qu'il ne fallait pas tout jeter du léninisme ou de l'URSS. Hein, il y a des avancées en URSS et dans des apports du léninisme qui sont essentiels. Quand je parle du léninisme en termes d'apport, je parle par exemple de l'anti-impérialisme, je parle du parti d'avant-garde, je parle de la critique du gauchisme, la critique de l'opportunisme, etc., etc. On peut critiquer le léninisme, moi je ne suis pas contre. Moi, si vous voulez, je suis dans un entre-deux entre le socialisme républicain jaurésien et le communisme marxiste-léniniste. Donc, je considère que la critique est bonne, mais qu'il y a des limites à la critique du léninisme. Mais notre auteur qui se réclame du conseillisme serait assez d'accord, partage mes références jaurésiennes, en fait, et socialistes républicaines. Donc, voilà, on peut s'entendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi parler? Il a évoqué la question culturelle, c'est pas ma première optique, la question culturelle. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la question économique. Donc, quand il met que c'est moins vitaux, entre guillemets, les arguments économiques, en fait, d'un point de vue marxiste, l'économie, c'est assez déterminant voilà, ce que je dirais. Essentiellement, effectivement, ça rejoint en fait ce qu'on disait sur l'économie et le social, ça rejoint exactement les arguments socialistes communistes. Enfin, que ça a été fait contre pour empêcher toute possibilité de développer le socialisme dans les pays membres. Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'Union européenne est une construction de l'impérialisme américain, et ça, je suis assez content qu'on le note. Qu'on note aussi que cette Union européenne est peu laïque. J'ajouterais, je pense, les campagnes pro-voile de l'Europe, outre les références chrétiennes en termes de. Mais oui, après, voilà, la religion étant souvent l'instrument du capital. Est-ce que c'est un instrument autonome? Non, enfin, c'est pas. Souvent, elle défend la classe dominante. Alors, où est elle-même classe dominante en fait? Les religieux développent plus ou moins une forme de capitalisme, même lorsqu'ils prennent un discours de face, même lorsque les religions politiques ont un discours en apparence anticapitaliste, souvent c'est pour ensuite défendre des politiques capitalistes. Donc voilà. Bon, bref, c'est quand même assez lié à l'économie, le fait que de vouloir déstabiliser par le fait religieux des États laïques, par exemple, c'est aussi pour briser un certain nombre de normes progressistes de gauche, réellement progressistes de gauche. Que briser le joug religieux. Briser le joug religieux, c'est essentiel à la lutte des classes. Donc, voilà. La cohésion sociale, oui. Oui. Après, oui, la critique du multiculturalisme, c'est quelque chose qui est, qui est très large. On peut critiquer, par exemple, la culture de masse américaine. Ça peut aussi porter sur l'immigration, avec des positions parfois clivantes, parfois xénophobes, parfois plus républicaines, plus assimilationnistes, donc plus respectables que le simple nationalisme chauvin. Mais après, oui, c'est un sujet complexe. Mais oui, c'est un sujet très complexe, mais effectivement, bon, le rapport entre ce qu'est une nation et ce qu'est un État, effectivement, doit être noté. Qu'une nation possède une histoire et que quand on fait communauté politique dans un État, eh bien, la communauté de culture qu'est la nation permet d'avoir des références communes à partir duquel, comme la langue par exemple, ou différentes références culturelles, historiques.
mais ça peut être folklorique parfois. Euh, il y a le problème des eurorégions, qui peut aussi être pris de différentes façons. Bon, sachant que moi je suis jacobin, donc en fait je souhaite supprimer tout ce qui est région, hein, pour en revenir à un triptyque nation, département, commune. Donc non seulement les régions françaises je ne suis pas pour, mais les régions européennes encore moins. Euh, puis voilà. La question de nos relations avec la Grèce ou Chypre en cas de conflit avec la Turquie. Alors, bah, la Grèce, elle aura un peu du mal à se défendre. Euh, je, j'aurais tendance à considérer, ça peut être à titre personnel, la Grèce comme une république sœur, potentiellement, ben, sachant qu'à un moment, ils ont un gouvernement de gauche, qu'il y a eu les Grecs qui ont voulu avoir un État laïque, mais ça, avoir un État laïque et socialiste, mais lui a un peu flingué le gouvernement de gauche de l'époque, alors qu'ils auraient pu sortir, ils auraient pu dégager le pouvoir de l'Église orthodoxe. Ils auraient pu faire une politique sociale très ambitieuse, mais à cause de l'Union européenne, ils n'ont pas pu. Voilà, j'aurais pu noter ça. Euh, oui, c'est bien qu'ils aient noté à la fois le protectionnisme, l'euro, euh, sur les trucs, et les dépenses publiques. Enfin, le fait que ça nous coûte un pognon de dingue à la France pour ce genre de sensu qu'est l'Union européenne, qui ponctionne l'argent des États, qui pourrait être utilisé pour des politiques sociales ou industrielles qui permettraient de développer en fait, avec tout ce pognon, on aurait peut-être de quoi réindustrialiser la France. On pourrait avoir de quoi réindustrialiser un minimum la France. Tout ce pognon que nous ponctionne l'Union européenne. Euh, oui, alors la question de la Chine en termes de régulation économique, les normes, ouais, ça dépend ce qu'on entend par normes. Ils ont quand même réussi à garder le contrôle sur des éléments de leur économie, même si l'économie socialiste de marché, c'est une arnaque. Voilà. Oui. Bon, voilà. Enfin, mais oui, il y a des choses critiquables qui sont tout à fait capitalistes en Chine. La Chine est un pays capitaliste, contrairement à ce que disent certains droitards qui disent que la Chine est un pays communiste. Après, ce n'est pas un pays capitaliste comme les USA. Et il y a encore des éléments, on va dire, entre guillemets, de socialisme au sens d'entreprises nationalisées, ce genre de choses. Ben, c'est pas non plus le portrait noir qu'on en fait sur la Chine. Oh, c'est horrible, c'est un pays inhumain ou antisocial. Non, 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 c'est plus complexe que ça. Je pense que aussi on a des choses qu'on connaît assez peu. La plupart des gens, en tant que simples citoyens français, n'ont pas forcément une connaissance pointue de la société et de l'économie chinoise. Et du fait qu'ils ont dû renoncer en partie au socialisme pour rentrer dans la mondialisation capitaliste, et que ça s'est fait de façon dure, mais que au moins ils n'ont pas eu une thérapie de choc libérale à la Yeltsin, même si bon, il y a des choses tout à fait critiquables en Chine. Bon, l'économie socialiste de marché, c'est une arnaque, mais qui a permis de faire en sorte d'avoir quand même un peu, de limiter la casse libérale et de faire un peu de protectionnisme quand même un peu. Mais voilà. Puis les normes, elles peuvent changer avec le temps aussi pour ce qui est des normes industrielles chinoises. À une époque, on parlait du Made in China pour parler de produits de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, le Chine produit des produits de luxe. Après, aujourd'hui aussi, la Chine, on va dire, oui, a des concessions minières en Afrique, ce genre de choses. Bon, bref. Pour en revenir, c'est assez bien argumenté. Bon, après, je ne le suivrai pas forcément sur la critique par la bureaucratie, mais par contre, pour la critique de la libre concurrence et du marché, effectivement, c'est tout à fait justifiable de parler de l'Union européenne en ces termes-là. Hein, que le problème, c'est toutes les. Effectivement, une des choses qui sont tout à fait intéressantes, c'est
mentionner qui est-ce qui est le plus passionnément européiste, et on voit bien que ce sont les gens qui défendent le plus le capital. Ce sont des gens comme Macron qui défendent le plus l'Union européenne, parce que ces gens-là n'ont qu'un seul credo, c'est l'extension de nouveaux marchés pour le capital. Donc c'est très bien qu'il l'ait noté dans ce blog. Donc voilà, cet article est très bien. Voilà, mis à part les petites critiques que j'ai fait éventuellement, il y en a peut-être d'autres que je pourrais faire, mais dans l'ensemble, c'est un excellent article. Voilà. Et donc, du coup, je voulais vous le partager. Voilà. Un article que vous trouvez sur le blog L'élan prométhéen. Le mec qui écrit ces articles, souvent, c'est un passionné de philo. Voilà, il a la tendance, peut-être parfois vous pourriez le trouver idéaliste, mais parfois plus matérialiste, mais il arrive à avoir un discours assez sensé, même si, bon, peut être dans des abstractions sur certains sujets. Là, il a fait un excellent article. Et voilà, c'est tout à fait intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est prof de philo. Mais voilà, c'est un prof de philo qui a écrit cet article, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et donc, du coup, je voulais vous partager cet article qui est un bon article. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.